Bienvenue à toutes et à tous, spécial Toutes les France consacré à la jeunesse, actrice de l'unité nationale. Comment mieux former les jeunes aux valeurs de la République, comment donner les outils aux professeurs, aux éducateurs pour une meilleure éducation à la citoyenneté. Nous en parlons avec nos invités ce soir. Fadela Amara, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville. Vous avez fondé Ni Pute Ni Soumise, l'association dont vous avez également été la présidente. Faouzia Zouari, écrivaine, journaliste à Jeune Afrique. Vous avez écrit notamment « J'ai épousé un Français » publié aux éditions Plomb. Stéphane Bach, acteur, humoriste. Vous avez joué récemment dans le film Les Héritiers. Merci d'être avec nous. François Durper, vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université de Cergy-Pontoise, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, plus particulièrement sur le site de Gennevilliers, qui dispense une formation pour les professeurs des écoles et les conseillers principaux d'éducation. Et vous avez écrit La fin de l'école, tout un programme. Michel Fize, sociologue au CNRS, vous avez écrit le livre noir de la jeunesse et beaucoup d'autres ouvrages. Vous êtes spécialiste plus particulièrement des adolescents. Et le président de l'université Cergy-Pontoise qui nous fait l'amitié de nous accueillir, François Germinet. Alors, vous dispensez ces formations pour les professeurs des écoles et les conseillers principaux d'éducation. Comment vous avez vécu ces événements et qu'est-ce qui change à l'université Lieu de Savoir aujourd'hui? D'abord, on est ravis de vous accueillir ici dans une université. C'est tout un symbole, l'université de Cergy-Pontoise, sur ce site de Gennevilliers. On forme des professeurs d'école, on forme des conseillers principaux d'éducation, mais on forme également au métier de l'édition, du journalisme et puis de la communication. Et vous comprenez que l'ensemble des personnels et des étudiants ont été extrêmement touchés par les événements qui se sont produits la semaine dernière. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui selon vous? Est-ce que vous allez initier une nouvelle manière d'aborder cette formation des professeurs, cette formation de ceux qui seront acteurs de l'école? Et on va le voir plus avant dans ce débat, l'école est au centre de l'actualité forcément, parce que les assassins sont issus aussi de l'école républicaine. Vous allez le voir tout à l'heure avec les étudiants qui sont dans ces formations-là, parce que, comme vous le dites, ce sont les acteurs de demain. Maintenant, la réforme qui a été voulue par ce gouvernement a déjà pris la mesure des problèmes d'aujourd'hui. Et avec les nouvelles écoles, c'est des nouvelles manières de former, avoir des étudiants qui sont à la fois en stage dans les classes, en responsabilité de classe, et puis également sur les bancs de l'université. Et puis l'université, disons-le quand même, c'est tout un symbole. C'est le lieu où les esprits de demain sont forgés. C'est le lieu où, c'est important, les connaissances établies sont sans cesse remises en question. Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est important que l'université accueille les formations de professeurs. Et c'est à nouveau, je le répète, une des raisons pour lesquelles elle a été particulièrement touchée en son cœur par ce qui s'est passé. Alors justement, on va regarder ce qu'a dit le président de la République sur l'école à l'occasion d'un discours il y a quelques jours à l'Institut du monde arabe. Regardez. L'école de la République est également un lieu de lumière et donc de connaissance, de savoir. L'histoire y est enseignée, ce qui veut dire l'histoire des religions, pour savoir d'où nous venons et ce que ces religions portent comme espérance commune, mais également la nécessité de faire que chaque enfant devenant adulte puisse forger sa conscience et devenir un citoyen libre. Tel est le sens de l'école de la République. Michel Fize, vous êtes sociologue. On sait qu'aujourd'hui, les programmes scolaires, théoriquement, sont extrêmement complets en ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté, en ce qui concerne les valeurs de la République. Alors, qu'est-ce qui manque, selon vous, du point de vue pratique aujourd'hui? D'abord, je ne partagerai pas tout à fait ce point de vue. Je ne suis pas certain que nos programmes soient très complets en matière d'éducation civique. Plusieurs études l'ont montré. Qui d'ailleurs, sont des programmes qui sont renommés au fil du temps. On a parlé d'éducation civique, puis d'enseignement civique. On parle de morale. Le mot moral est introduit ou pas. On a parlé de morale laïque. Pour moi, personnellement, je serais plus favorable à un enseignement que j'appelle civique et social. Je crois qu'il faut apprendre non seulement les valeurs républicaines, qui sont cachées sous notre devise, liberté, égalité, fraternité, mais je crois qu'il faut apprendre tout simplement les valeurs du vivre ensemble, ce qui fait qu'on est des hommes
je dirais presque condamnés à vivre ensemble. Mais tout le monde est certainement d'accord là-dessus. La question est la pratique. Parce que la théorie est là, c'est ce que je tentais d'exprimer dans ma mais question. Encore une fois, je pense que derrière l'éducation civique se cache une série d'enseignements, d'institutions, de grands organismes. Je crois que ce n'est pas le fondamental en réalité. Hein. Il faudrait davantage parler de tolérance, de respect. Il faudrait renommer surtout ce dont on parle depuis quelques jours. Oui. Laïcité, qu'est-ce que c'est? Il y a 50 manières de définir la laïcité. L'islam, qu'est-ce que c'est? Il y a 50 formes d'islam. Donc il faudrait s'entendre une bonne fois pour toutes sur ce que chacun met derrière les mots. Donc préciser les notions, François Durper. Oui. Vous avez passé un extrait du président de la République. 24 heures plus tard, à l'Assemblée nationale, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a dit l'école n'est pas à la hauteur. Et c'est empressé de dire mais les profs n'y sont pour rien. Donc ça veut dire qu'il y a, elle l'a dit, la nécessité d'une école d'avant et d'une école d'après. Laïcité, je suis d'accord avec Michel Fils, ça peut être un mot. Laïcité, laïcité, laïcité. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? Donc comment on passe d'une laïcité énoncée à une laïcité éprouvée? Vous l'avez dit, c'est dans le concret. La première chose, c'est la formation. On ne fait pas ça suffisamment. La formation, ça veut dire mettre, par exemple, les profs dans des situations, dans des jeux de rôle, dans des situations qui vont rencontrer réellement dans leur vie de prof ou dans leur vie de CPE. C'est-à-dire, j'ai un élève qui refuse de faire une minute de silence, qu'est-ce que je fais? Et on invente une situation. Ça, on a le temps avec les programmes scolaires, leur lourdeur, le nombre d'élèves par classe, on a le temps de faire des jeux. Il y a un problème de contenu. Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, l'a dit il y a quelques heures. Il a dit, est-ce que c'est normal qu'à 8 ans, dans le programme d'éducation civique, en 2e section de primaire, eh bien, on apprenne la TVA, on apprenne la navette parlementaire? Est-ce que ça, c'est vraiment la date 1635? Est-ce que ça, c'est utile? Donc, est-ce qu'il faut peut-être un tout petit peu moins de théorie et un tout petit peu plus de pratique? Je rappelle simplement que ces terroristes, ils ont eu 40 professeurs dans leur scolarité, 40 professeurs différents. Alors, et il y a bien un problème là de public. Hein. Comment on en est arrivé là? Vous parlez de la pratique, la nécessité d'être pragmatique pour expliquer ces notions. Fadel Amara, vous avez été en pleine pratique pendant des années à travers votre association. Alors, est-ce que parallèlement à l'école, il faut cette éducation aussi de terrain associative que vous avez menée pendant des années pour expliquer la laïcité, pour expliquer la tolérance, pour expliquer le respect des femmes? Écoutez, moi je pense que la République a raté un rendez-vous très important dans les années 2000. Puisque à cette époque, si vous vous rappelez bien, il y a eu quelques soucis. Il y avait la question du voile à l'école, par exemple, qui avait pris des proportions énormes. Et en fait, il y avait une décision qui a été prise par le politique, c'est de mettre en place la commission Stasi. On a toutes été, ou tous, selon nos responsabilités, entendus dans le cadre de la commission Stasi. Moi, j'ai évidemment participé en ma qualité de présidente de Ni Pute Ni Soumise à l'époque. Et j'avais expliqué qu'il ne suffisait pas de définir la laïcité, de leur dire voilà ce que c'est la laïcité à nos gamins. En fait, il fallait un vrai travail de fond, donc il ne fallait pas d'abord passer par la loi tout de suite, mais faire un vrai travail pédagogique. Et les propositions que j'avais faites avant d'arriver à la sanction, enfin à la décision d'une loi, c'était de dire il faut mobiliser toute la société. Il faut que ça se passe évidemment au cœur des établissements scolaires, donc dans l'école, cette transmission, cette définition. Il faut que ça se fasse aussi dans les syndicats, dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, bref, chez toutes les forces vives, à l'intérieur de toutes les forces vives de notre pays, pour que d'un seul élan, et rappelons-nous, ça aurait dû aboutir dans les années 1989, qui était quand même, en 2009, qui était quand même l'aboutissement d'un grand anniversaire. Et on n'a retenu qu'une chose, malheureusement, de toutes les propositions qui ont émané, de la manière et de la méthodologie à utiliser. On n'a retenu malheureusement qu'une chose, c'est tout de suite la loi. Bon, alors tant mieux. Donc vous dites que la loi n'est pas suffisante. La loi n'est pas suffisante parce que s'il n'y a pas un vrai travail de pédagogie, de transmission, l'école par exemple a besoin de ces temps de respiration où on se pose, où on explique à nos enfants qu'est-ce que ça veut dire la laïcité, comment elle se vit la laïcité. Alors, effectivement, on peut rater ce rendez-vous. Après les attentats et l'onde de choc qui a suivi, évidemment des discussions ont eu lieu dans les écoles et certains professeurs ont exprimé leur désarroi. Regardez. Dans les classes ce matin, on ne parle que de ça. Vis-à-vis de ce que vous avez vu, comment ça vous fait réagir? Il y avait François Hollande. Le rassemblement place de la République à Paris. Il y avait plusieurs personnes de différents pays qui
qui défendait la liberté des personnes et d'habitude, les personnes de différents pays, ils sont pas très d'accord entre eux. Et puis là, ils étaient tous d'accord. La ministre de l'Éducation nationale a invité les enseignants à laisser les élèves s'exprimer sur les drames à Charlie Hebdo et à l'épicerie cachère. Beaucoup de questions et dans de rares cas, des prises de position difficiles à gérer pour les enseignants. Cette minute de silence, c'est contre les Arabes, c'est contre les musulmans, moi je ne veux pas la faire. Donc notre travail, ça a été d'expliquer que c'était absolument pas contre une religion, que ça n'était pas contre un groupe ethnique, que c'était vraiment une valeur de tolérance, de liberté d'expression qu'on défendait. La minute de silence a été respectée. Sur 64 000 établissements, le ministère recense 70 refus de participer à ce temps d'hommage. Alors le ministère propose des outils en ligne pour parler du drame de l'actualité aux enfants. Il suggère de mettre au centre de leurs cours les valeurs de liberté d'expression, de pluralisme des opinions et de laïcité. Mais pour les syndicats d'enseignants, ce n'est pas suffisant. On l'a demandé, et je l'ai demandé très clairement à la ministre, à ce que les enseignants et les écoles soient physiquement, humainement épaulés. Pas uniquement avec des ressources pédagogiques en ligne, mais avec des corps d'inspection, des conseillers pédagogiques qui se déplacent dans les écoles. Les cours de morale au programme dès la rentrée prochaine devront permettre d'évoquer toutes ces questions délicates. Fawzia Zouhari, que des élèves, de jeunes élèves disent la minute de silence ne me concerne pas, on a porté atteinte à ma culture. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne connais pas très bien le monde de l'école, mais je trouve que ces derniers événements aident à poser des questions et à voir de quel bord on est, comment on conçoit les choses et comment on les interprète. Et donc on a une mise au point de beaucoup de points de vue qu'on n'avait pas auparavant. Donc je pense que c'est le moment, il faut profiter de ce 7 janvier pour dire où on en est, pour poser des questions. J'entendais quelqu'un dire il faut descendre de la colline. Il faut voir ce que l'autre pense et ce qu'on pense soi-même. Alors, est-ce que la solution est de nuancer, parce que vous en venez à ça, à nuancer les termes, à voir est-ce qu'il y a, je ne sais pas combien de laïcité et d'islam? Je pense que c'est compliqué les choses. Déjà, pour les musulmans, la laïcité est un concept... Vous êtes une femme musulmane. En tout cas, je suis de culture musulmane et je peux vous dire que dans le monde musulman, le mot laïcité signifie athéisme, apostasie, homosexualité. Donc, il y a vraiment un manuel à faire à l'usage des musulmans de la laïcité. Donc, leur dire, il y a une palette de laïcité... C'est le discours qu'on peut inculquer aux jeunes chez eux, à la maison. Chez eux, exactement. Il y a beaucoup de gens qui conçoivent la laïcité comme ça. Je pense que la République doit être ferme sur ses valeurs et trouver une définition qui puisse, en discutant après avec les autres, qui puisse être retenue. Mais justement, comment concilier ce discours que les élèves trouvent chez eux? Vous savez qu'une somme d'informations aujourd'hui, moi à l'époque, quand on était très jeune, on regardait des programmes le soir à la télévision, on pouvait en parler le lendemain à l'école. Aujourd'hui, entre Facebook, Twitter, les chaînes étrangères et toutes les sources incroyables d'informations, vous n'arrivez pas forcément avec les mêmes références le lendemain à l'école. Oui, mais vous oubliez qu'il y a une famille. Oui. Et que la famille, qui a une culture aussi, qui transmet certaines valeurs, qui vit dans un pays qui a des valeurs fondamentales, devrait leur faire prendre conscience de ça. Dans le même discours, Hollande a dit, a cru bon d'expliquer l'islam est soluble en quelque sorte dans la démocratie. Je ne pense pas que la République ait à faire l'exégèse du Coran ou de l'islam. Je pense qu'elle a à enseigner la République d'abord. Après, on voit, après aux instances, aux citoyens, bien entendu. Et je crois qu'il faut sortir de ce discours. Maintenant, le temps, je pense que vraiment, on a changé de page, on a changé de débat. Demain, la France va discuter autrement. Demain, il faut absolument voir les choses. Pourquoi? Parce que l'incompréhension est là. Pourquoi ces jeunes sont allés là? Oui. Pourquoi cette descente aux enfers? C'est ça. Et pourquoi ils en viennent à donner une définition de l'islam que moi, je ne connais pas du tout, dans laquelle je ne me reconnais pas. Un islam qui est une formule de suicide, une apologie de crime, ce n'est pas mon islam. Donc tout ça, il faut revenir là-dessus. Michel Fize. Je pense qu'il faut bien faire attention, c'est que à ne pas partager, disons, l'apprentissage des valeurs et leur exercice. Voilà. Je pense qu'il faut pouvoir concrétiser au quotidien
ces valeurs dont on parle. Comment ? Et déjà à l'école. Je vais remonter très très haut en termes de ministre de l'Éducation nationale, mais quand Claude Allègre parlait de démocratie à l'école, voilà, il pensait aux responsabilités que les élèves pouvaient prendre. Donc, dans le cadre, évidemment, de ces valeurs républicaines. Il faut qu'ils soient tout de suite mis en situation. Et deuxième chose, comment voulez-vous qu'un apprentissage des valeurs ait du sens quand nos grandes valeurs de liberté, égalité et fraternité ne reçoivent aucun commencement d'exécution à l'extérieur, hein, vous avez des jeunes dans les quartiers qui n'ont même pas la liberté de bouger, qui ne connaissent pas, à 25 km de Paris, qui ne connaissent pas la capitale, qui ont le sentiment d'être hors du monde. D'ailleurs, c'est un paradoxe qu'on appelle politique de la ville, ces quartiers où il y a tout sauf la ville, en réalité. Hein, voilà. Donc, il faut réconcilier, remettre le centre à côté de la ville. Et il faut redonner un destin, hein, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui se disent « mais qui je suis ? Personne. Où je vais ? Nulle part. » Eh bien, je deviens effectivement, avec un prêche bien organisé, un terroriste. Hein. Moi, j'ai envie de dire, mais bon, peut-être parce que je suis sociologue, nous avons quand même créé ces monstres dont on parle aujourd'hui, par des conditions sociales qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas dignes d'une démocratie. Donc, vous avez raison tout à l'heure de dire qu'il faut poser les bonnes questions et essayer de résoudre cette fracture, parce que ce que cette unité nationale au cours du rassemblement a montré, a révélé, c'est ces immenses fractures qui partagent la France entre ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors, ceux qui ont une chance d'avenir et ceux qui n'en ont plus. Oui, je voudrais rebondir sur deux choses qui me semblent importantes, sur ce qui a été dit. Je pense que sur la question de la laïcité, il ne nous faut pas redéfinir la définition de ce que c'est la laïcité. Les textes sont très clairs. C'est vraiment la séparation du religieux et du politique. C'est reconnaître toutes les religions sans en reconnaître aucune. Encore une fois, voilà. Je reviens à ma question initiale, c'est que de la théorie et en pratique, on voit qu'elle ne s'applique pas. C'est une définition... oui, c'est théorique. C'est théorique. Le problème, c'est son application sur le terrain. Voilà. Dans la transmission, parce qu'il faut quand même, pour appliquer sur le terrain, pour la faire vivre, il faut bien qu'à un moment donné, on explique à ses enfants, mais pas qu'à ses enfants. Voilà pourquoi moi, par exemple, pour donner un exemple concret, voilà pourquoi j'étais pour le contrat d'intégration, par exemple, pour les populations qui viennent de l'étranger. Je pense que toutes les populations... Oui, non, mais, j'explique pourquoi. Oui, mais vous allez suivre mon cheminement de pensée. Allez-y. Je pense que les personnes qui viennent de l'étranger, qui arrivent chez nous, l'immigration, mon père est un immigré, il a une carte de séjour encore aujourd'hui. Quand il est arrivé en France, il n'a pas été accueilli à bras ouverts. Personne ne lui a dit, écoutez, monsieur, voilà vos droits, voilà vos devoirs, voilà comment fonctionne notre pays, comment fonctionnent les institutions, qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République, qu'est-ce que c'est que la laïcité. On a péché par ça. On a péché par ça. Donc du coup, aujourd'hui, moi je suis pour que les gens qui viennent de l'étranger apprennent qu'on leur transmette tout ça, les droits et les devoirs, mais aussi le fonctionnement de notre pays, les institutions et les valeurs. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'on les transmet ensuite après à ses enfants. On met un cadre à ses enfants. Les enfants ont besoin d'évoluer dans un cadre. On a eu cette faillite parce que la concentration, justement, de toute la misère du monde sur ces quartiers populaires nous amène, y compris avec la question de la lutte de la discrimination, nous amène à créer des gens, notamment des jeunes, qui sont frustrés et donc qui s'inscrivent contre le système, contre l'autorité. Et donc il y a un rejet, y compris, de ces valeurs-là. Juste pour terminer, pour peu qu'on leur dise tout simplement, on ouvre, voilà votre place, voilà comment on vous reçoit ici, voilà comment, à travers l'école de la République, vous vous construisez comme citoyen de notre pays, ils auront toute leur place. C'est pas facile, mais il faut le faire. Vous avez envie d'écouter également ces étudiants qui sont là avec nous. Merci d'ailleurs d'être là à toutes et à tous. Vous êtes en formation, vous êtes étudiant, vous allez devenir des conseillers principaux d'éducation. Alors Julie, vous avez une question. Oui, bonjour, donc je suis étudiante en master... Est-ce que le micro marche de Julie bien? Oui, allez-y. Oui. Bonjour, donc je suis Julie Vargata-Salon, étudiante en master CPE. Donc certains jeunes ont refusé de faire la minute de silence. Et en tant que futur CPE, justement, je me demande comment agir face à ce type de comportement. Vous n'avez pas eu d'idée comment agir? Vous avez eu des solutions peut-être? Vous avez pensé à quelque chose? Vous dites voilà, j'aurais fait ça si j'étais face à ça? Non, justement, non. Je me suis dit on va comment agir en fait. On va demander à François Durper, alors qu'est-ce qu'il aurait fait? Il y a le court terme et le moyen et long terme. Sur le court terme, après c'est mon option, c'est la fermeté. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, des pères, des mères. Ce sont, et Michel Fils
va sans doute être d'accord avec moi, ce sont des adolescents. Il y en a qui n'ont pas réagi en tant que musulmans, ils ont réagi en tant qu'adolescents. C'est-à-dire que vous leur dites n'importe quoi, ils disent j'aime pas la prof, je ne fais pas la minute de silence. Donc là, ce qu'ils attendent aussi de nous comme adultes, c'est de la fermeté. Ce qu'ils attendent des CPE, c'est de la fermeté. Donc la réponse disciplinaire, c'est de la fermeté. Réponse disciplinaire? Réponse disciplinaire. Deuxième élément. Mais attendez, permettez-moi d'aller au bout de mon raisonnement. Court terme et moyen et long terme. On est des éducateurs. On n'est pas des gens qui avons été formés pour signaler à la police des enfants de 8 ans. C'est pas ça l'objectif. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le moyen et sur le long terme. Il y a à la rentrée des cours de morale laïque qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qu'on y met dedans, ces cours de morale laïque? Donc moi, je fais une proposition. Ces cours de morale laïque, ça doit être l'occasion de faire complètement différemment. Ça ne peut pas être de maths et du français qu'on note. Imaginez, j'aime pas la prof de laïcité, donc je suis nul en laïcité et j'aime pas la laïcité. J'ai 5 en laïcité, donc je suis nul en laïcité. Et puis je suis inscrit sur le fichier des futurs djihadistes. C'est pas possible. Donc là, on est obligé de faire quoi? Eh bien, moi, ce que je dis, on dit beaucoup, faut expliquer, faut expliquer. Il faut déjà entendre. Il faut déjà écouter la parole. Donc ça veut dire que ces cours de morale laïque, ça doit être l'occasion de faire une culture du débat et même une culture de conflit dans l'école. Vous êtes pas là. Un enfant qui dit c'est laïque la France et j'ai vu le président avec la kippa dimanche soir, il doit être capable de l'exprimer à l'école de la République et le prof doit être armé pour répondre à ce type d'interrogation. Alors comment l'armer justement ce professeur des armes d'instruction massive en quelque sorte? Regardez ce qu'en dit Najat Vallaud-Belkacem. L'école n'est pas à la hauteur dans cette mission. Ça n'est pas faute d'enseignants de valeur, d'enseignants qui souhaitent transmettre ces valeurs. Mais nous avons besoin de nous réunir, de nous mobiliser, de provoquer ce sursaut pour répondre enfin à la hauteur des enjeux. Et pour répondre, c'est vrai, la laïcité sera le préalable indispensable. La laïcité à la fois pour apprendre à nos jeunes à vivre ensemble, mais aussi pour se construire un esprit critique, une liberté de conscience, une liberté de jugement. L'art du débat contradictoire qui leur permettra ensuite de faire le tri entre ce qui relève de l'information et ce qui relève de la rumeur. Et c'est pour cela, monsieur le député, que nous accordons tant d'importance à introduire un enseignement moral civique à l'école, à former nos enseignants davantage, à leur donner davantage de ressources et d'outils pour les accompagner dans cette pédagogie. Stéphane Bach, est-ce que la ministre de l'Éducation nationale vous parle? Est-ce que vous voulez parler de morale? Ça vous dit quelque chose? Oui, moi je pense qu'il faut tout enseigner. On manque de beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je pense que c'est important qu'il y ait ces cours de morale laïque. Je suis assez d'accord là-dessus. Vous avez quitté l'école assez tôt? Oui, moi j'ai quitté. Moi je fais partie des rejetés malheureusement de l'Éducation nationale. Pourquoi rejeté? Parce que bon, j'ai participé quand même à mon exclusion, mais malheureusement, voilà, moi j'ai été exclu et pour le film Les Héritiers, on a rencontré M. Hollande et Vallaud-Belkacem et je leur ai expliqué que moi j'ai été exclu et que ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est qu'on a mis 6 mois à me trouver un collège et tu peux pas rester 6 mois. Vous avez été exclu pour quelle raison? Pour indiscipline. Je faisais le pitre en cours. Alors, rien de très méchant en soi, mais je conçois que l'école c'est pas fait pour ça. Ouais. Donc voilà, je suis resté 6 mois sans école. Donc du coup, moi j'ai essayé de m'en sortir. Je me disais, qu'est-ce que je fais quand même? Parce qu'il était difficile de vous trouver un établissement parce que vous avez été exclu de... Oui, voilà. Et même dans les établissements qu'on te propose, on te met souvent dans des établissements où il y a quasiment que des élèves exclus. Ouais. Et donc, je pense qu'après, pour toi, le système scolaire, c'est un peu foutu. Ouais. Donc du coup, le truc, c'est que moi j'ai commencé, voilà, je me suis dit, il faut que je m'en sorte. J'ai commencé à écrire et à faire quelque chose de ma vie. Et vous réussissez brillamment et vous êtes un acteur aujourd'hui formidable. Michel Fils. Je voudrais dire 2 choses pour l'école. Je pense d'abord que l'école doit assumer la transmission des fondamentaux. Écrire, lire, compter et apprendre du vocabulaire. Parce qu'on s'est rendu compte ces derniers jours qu'il y avait des élèves qui ne possédaient que 500 mots dans leur arsenal de vocabulaire. Comment voulez-vous, avec un aussi peu de mots, exprimer des idées qui vont permettre alors d'être des armes anti-violence, parce que je crois que les mots remplacent les kalachnikovs quelque part. Voilà. Donc je pense qu'il faut peut-être aujourd'hui
enseigner le vocabulaire français comme on enseigne le vocabulaire anglais, etc. Voilà. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Parce que tout le monde met en avant la question de l'ignorance, de l'incapacité d'avoir un bagage. Et la deuxième chose, et ça rejoint ce que disait Fadela tout à l'heure, je pense qu'on oublie quand même une des missions essentielles de l'école. L'école doit permettre la réussite pour tous, en fonction de ses capacités, de ses goûts, de ses talents, tout ce que l'on veut. Voilà. Mais personne ne doit rester sur le bord du chemin. Il y avait d'ailleurs des ministres qui l'avaient dit à une certaine époque. Eh ben, il faut repartir sur ce combat et on évitera, je pense, effectivement, ces gens avec des armes dans les rues. Alors, nouvelle question des étudiants, futurs conseillers principaux d'éducation. Présentez-vous. Oui, bonjour, je suis Johanna Bousseler, je suis donc inscrite dans le master CPE. J'étais au préalable CPE contractuel, donc j'ai aussi choisi d'avoir une formation pour exercer ce métier. La question, c'est quels outils on nous donne pendant nos formations, à la fois à la faculté, aussi pour les professeurs qui sont déjà en poste dans le cadre de la formation continue, et aussi pour les contractuels qui exercent, rappelons-le, avec 0 formation. Merci. François Germinet. Je rebondirais sur ce que disait François Durper tout à l'heure, c'est-à-dire il y a le court terme, les outils et ce qu'on peut faire concrètement en classe, et ça c'est le débat et c'est les échanges qui peuvent permettre de créer les outils dont on a besoin au jour le jour, mais il y a le moyen terme et le long terme, et ça ne peut être qu'un projet de société, et à ce titre-là, certes, les événements constitue un échec pour certaines infrastructures qui n'ont pas su repérer les dérives sectaires et puis le passage à l'acte. Mais vous dites que ce n'est pas forcément la faute de l'école. Mais quand même, vous parliez d'unité nationale, vous parliez de la jeunesse qui proposait un formidable rebond. C'est vrai qu'il y a des questions, c'est vrai que ce n'est pas simple, c'est vrai que tout le monde s'en pose, mais en même temps, l'élan qu'il y a eu, la réaction de la nation montre quand même qu'une certaine forme de victoire de la politique de l'éducation et de la politique culturelle depuis plus d'un siècle. Moi, je ne suis pas certain du tout qu'il y a 50 ans ou qu'il y a un siècle, est-ce qu'on aurait eu la même réaction ? Il y a d'autres endroits dans le monde où ces événements n'auraient pas eu comme conséquence ce sursaut de la nation. Donc le fait qu'on l'ait eu peut-être un événement fondateur... Ce sursaut est une victoire en soi. Ça peut être un événement fondateur qui trace une ligne pour un projet de société dans la continuité de plusieurs siècles de politique éducative et de politique culturelle. Non, il y a eu quand même des grands moments dans l'histoire, je pense au 19e siècle en particulier. Il suffit de rappeler l'enterrement de Victor Hugo, 2 millions de Parisiens dans les rues. Bon, Victor Hugo étant une grande figure emblématique également du progrès de l'homme, quelque part. Et moi, je pense qu'effectivement, je partage entièrement votre analyse, parce que dimanche, quand on est tous venus manifester, il y avait vraiment dans la foule une grande partie de la jeunesse, et une grande partie de la jeunesse de toutes origines et de tous bords. Nous avons vu aussi, exactement, y compris les quartiers. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir vu dans un média les quartiers sont absents à la manif. J'ai trouvé ça... Non, mais c'est très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que ça pose quelque chose. C'est la manière dont on perçoit les jeunes des quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils étaient habillés, bon, allez, comme ici, comme vous et nous, ça passe inaperçu. Parce que quand on parle dans l'inconscient collectif des jeunes de banlieue ou des jeunes des quartiers populaires, c'est les jeunes à casquette. Effectivement, les jeunes à casquette, j'en ai pas vu beaucoup, enfin le profil qu'on définit, j'en ai pas vu beaucoup dans les... Mais ils n'ont pas forcément de casquette. Exactement. Surtout en période de deuil. Est-ce qu'ils se trouvent peut-être éventuellement, ont-ils enlevé leur casquette justement, et sont-ils venus tout simplement avec sur eux le slogan « Je suis aussi Charlie Hebdo ». Mais je trouve que cette manifestation, ça a été un grand rendez-vous de l'humanité et de fraternité. Mais surtout, c'est évidemment une démonstration que notre école, elle réussit malgré les difficultés, notamment nos écoles en proximité des quartiers populaires, elle réussit malgré ces grandes difficultés qu'elles peuvent rencontrer, notamment les équipes éducatives, à transmettre quand même un esprit critique, etc. Donc il ne faut pas désespérer. Je voudrais juste préciser une dernière chose pour pas qu'on se trompe de débat encore une fois. On a tendance très vite soit à faire l'amalgame, soit à faire des liens. Dans les quartiers populaires, je veux rappeler que les djihadistes islamistes qui font malheureusement ces attentats et qui nous font vivre des heures terribles, ne sont pas tous, quand on regarde les profils, ne sont pas tous issus des quartiers populaires. Ils ne sont pas tous
de confession musulmane, et quand je dis de confession musulmane dans la radicalité, etc., il y a aussi les convertis à l'islamisme. Et puis surtout, il n'y a pas de... Si, on les a vus, les profils, on les a. Hein. Ils ne sont pas tous des exclus, ils sont pas tous... Il y en a qui sont... C'est des idéologues d'ailleurs. Ils sont formés, ils ont des qualifications, ils ont fait de longues études. Et en plus, ce sont des militants politiques surtout, qui portent un projet de société qui n'a rien à voir avec notre République, etc. Et je rappelle une chose, c'est que ce n'est pas que la France qui est touchée, c'est l'Europe, mais pas uniquement l'Europe, c'est aussi le Moyen-Orient et l'Afrique, etc. On le voit avec Boko Haram, on le voit avec la guerre en Algérie il y a 10 années. C'est un phénomène mondial. Le risque, comme j'ai l'habitude de dire, le risque est international, la réponse doit être internationale, mais attention à faire le lien direct entre les quartiers populaires et le terrorisme international. Il y a, mais c'est une minorité. Ça me paraît très intéressant de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire l'opportunité qu'est l'école. On dit qu'il y a 10 000 soldats dans les rues aujourd'hui. Il y a 10 000 soldats dans les rues. Il y a 1 million d'enseignants, de soldats potentiels de la tolérance, de la laïcité, de la République. Vous voyez le potentiel que c'est. Mais à condition de changer. C'est-à-dire que on peut pas, là, on n'a pas le droit à l'échec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y avoir de décrocheurs du vivre ensemble, comme il y a des décrocheurs en maths ou des décrocheurs en français, même si c'est dramatique, mais là, on ne peut pas se rater là-dessus. Donc moi, je formule 4 propositions, mais très rapides. La première, c'est la formation. C'est bien la sociologie, l'éducation, etc., mais il faut construire des scénarios concrets avec les futurs CPE. Mais on ne le fait pas assez. Ça, il faut le faire. Il faut remettre à plat la formation. 2, ces cours de morale laïque, il y a 2 aspects. Il y a le côté collectif, le vivre ensemble, et là je l'ai dit, il faut beaucoup d'expression des élèves, mais aussi un guidage de la part des enseignants, ça c'est quelque chose de concret, et il faut aussi de la laïcité individuelle, c'est-à-dire l'esprit critique, comment ça se forme l'esprit critique, et là c'est en particulier l'éducation aux médias qui est fondamentale. Alors, et la dernière proposition, c'est le travail avec les familles. Moi, c'est-à-dire que je pense que ces cours de morale laïque, il faut que ce soit des cours de morale laïque pour les enfants, pour les ados, et pour leurs familles. C'est-à-dire que... Parce qu'ils vont contrer la morale laïque. Jusqu'à maintenant, on disait, il faut instruire à l'école, oui, déjà, ils ne savent pas bien écrire, compter, etc. Et ce sont les familles qui transmettent les valeurs. On ne peut pas se permettre de dire ça. Il faut qu'on assume que quand on est prof de maths en collège, on enseigne les maths et on enseigne le vivre ensemble, et tous. Vous avez parlé de l'éducation aux médias et vous voyez ce déferlement d'informations sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui est une source d'informations quotidiennes pour ces jeunes. Le web s'emballe, c'est la nouvelle rubrique de Toutes les France, préparée, conçue, réalisée par Samir Sabi. La République à l'épreuve. Après l'émotion, l'heure est à la réflexion, au constat. La jeunesse française souhaite que l'élan d'unité du 11 janvier dernier perdure, et cela passe aussi par des mises en garde contre toutes les formes de dérive. Mais bon, tu tires à la Kalachnikov dans les rues de Paris, ouais, c'est bon, tranquille, et ça dure longtemps. Ça dure longtemps, ça dure pas 20 secondes, l'histoire elle dure un moment. Attention, c'est pas des musulmans ces gens-là, ce sont des islamistes de les vrais musulmans, qui sont en France, qui sont intégrés en France, ces gens-là, c'est des gens qui ne veulent que la paix, vivre dans la tranquillité. Hein. Donc voilà, faites attention, même dans l'énervement, ne mélangez pas islamistes, enfin terroristes, et musulmans. C'est aussi pour certains le moment de la mise au point. Nombreux sont ceux qui affirment constater une liberté d'expression 2 poids 2 mesures ou ciblée contre une partie de la population. On dit ouais, c'est la liberté d'expression, alors on se réfugie derrière ça. Mais pourquoi alors il y a certains artistes qui sont censurés? Ça, je comprends pas ça. Soit on donne la liberté d'expression à tout le monde, ou on donne à personne. Sur les réseaux sociaux, on comprend que cette unité est fragile, on s'en inquiète, théorie du complot, tweets effrayants, réactions en chaîne qui embrasent le net. Comment dès lors les canaliser? Il faut leur parler, leur expliquer, s'accordent à dire psychologues et sociologues. On se tourne alors vers l'enseignement. Les extrêmes devraient être étouffés au sein de l'école de la République. Nombre d'internautes pointent un doigt accusateur vers les enseignants. Mais que font nos professeurs dans les collèges et lycées? Demande ce commentateur. Les enseignants eux-mêmes se sentent désarmés. Sur ce site consacré aux professeurs des écoles, on ne sait pas comment aborder, quels mots utiliser. Sur les forums de discussion destinés aux jeunes, on tente d'établir un constat et l'éducation reste au cœur des commentaires.
C'est aussi le message livré par le réalisateur Luc Besson dans sa lettre diffusée sur Facebook. Adressée aux jeunes musulmans, Luc Besson pose la question « Comment changer cette société qu'on te propose ?» En bossant, répond-il, en étudiant, en prenant un crayon plutôt qu'une calache. Une certaine jeunesse sans doute montrée du doigt, mais qui majoritairement souhaite travailler à conserver une cohésion sous la bannière républicaine. Il nous parle d'islam, oublie que cela signifie la paix. On combat le mal par la foi et non par des missiles largués. Ils rêvent de nous diviser, ils y arrivent, t'aimes le carnage. L'islam envoie de l'amour, il n'envoie pas des balles de calage. Comment mettre fin à la rage qui nous envahit tous les jours, les fachos armés sur Facebook de commentaires pleins d'amalgames au nom du monde. Fadela Amara, un diktat d'une forme de liberté d'expression selon certains internautes. Là, on parle de la confusion plutôt et de l'absence aussi d'outils qu'ont les gamins aujourd'hui pour faire la différence entre ce que c'est que la liberté d'expression et ce qui relève plutôt d'une propagande idéologique antisémite. En l'occurrence, on parle de ce qu'a fait déclaration de Dieudonné. Moi, je suis très attachée à la liberté d'expression. Et du coup, je ne l'ai pas dit d'ailleurs que pour Charlie Hebdo, quand il y a eu les caricatures, on n'était pas beaucoup non plus à l'époque à le soutenir. Et donc du coup, j'étais présente. Pourquoi? Parce que je suis attachée à la liberté d'expression, mais aussi Charlie Hebdo, c'est pas n'importe quoi. C'est une tradition chez nous, les caricatures, etc. Mais au-delà de ça, Charlie Hebdo, c'est aussi un esprit et un combat contre le racisme. Il faut une éducation à la caricature. Un combat, bien sûr, un combat contre le racisme et contre le sexisme et contre l'antisémitisme. Ce qui n'est pas le cas de Dieudonné. Dieudonné, c'est extrêmement pernicieux ce qu'il fait. Il joue sur les esprits, la manipulation de nos enfants, qui parfois certains sont fragiles, qui ont, comme on l'entendait tout à l'heure, 500 mots de vocabulaire, donc difficilement outillés pour faire la différence entre la liberté d'expression et l'acceptation d'une idéologie antisémite qui les amène malheureusement à avoir ce résultat sur je ne suis pas Charlie Hebdo, malheureusement. Non, puisque ce que ces internautes oublient, c'est que la liberté d'expression est limitée par la loi. Elle s'arrête au moment où commence l'injure, la diffamation, l'apologie du terrorisme. On pourrait peut-être ajouter d'ailleurs l'apologie de la violence. Quand on écoute, je ne vais pas faire une stigmatisation du rap, parce qu'il y a du rap que j'aime bien, il y a du rap de grande qualité, mais il y a aussi du rap qui est quand même un encouragement à la violence. Vous prenez des titres, par exemple, prenez Booba, pour une figure emblématique. En 2012, il écrit quand même Kalash, voilà, en montrant... Stéphane Bach rigole, alors, parce qu'il aime beaucoup Booba. Voilà, mais... non, pas forcément, oui. Non, je ne suis pas particulièrement fan. Non, franchement, je ne suis pas particulièrement fan de Booba, mais non, ça me fait rire. Vous aimez quoi comme rap? Qu'est-ce que vous écoutez? Conflit générationnel là. Je suis pour un rap genre Lafouine, Ayam pour remonter. Lafouine, voilà. Lafouine aussi, si vous écoutez certains textes, je pense encore une fois qu'on ne peut pas négliger les influences que peuvent avoir sur des très petits ce type de texte, ce type de vidéo. Et je pense que les rappeurs qui peuvent être de grands artistes ont aussi une responsabilité morale de propager la laïcité, la tolérance, le respect. L'égalité des sexes, parce que la manière dont on traite les femmes dans le rap est terrible. Ce web, ce résumé de ce qui se dit sur le web s'emballe. Comment vous utilisez beaucoup Oui, moi Facebook, j'utilise beaucoup. Comment vous avez réagi aux différents commentaires qui ont suivi ces attentats et cette mobilisation, cette unité nationale? Moi, j'avoue que j'ai un peu décroché sur les réseaux sociaux parce que je connais à chaque fois qu'il y a un attentat, qu'il se passe quelque chose de grave, la théorie du complot, c'est la première chose qui ressort. Une heure après, les vidéos, tu vas voir le mec, il va dire, regardez, à ce moment-là, c'est pas vrai. Donc je me suis dit, moi, c'est ce que j'ai fait avec plein d'amis. J'ai dit, bon, je vous connais, je vous aime bien, mais vous allez mettre des conneries partout, donc moi, j'éteins les internets. Donc vous considérez que c'est des conneries, c'est déjà bien. Mais oui, sur quel fondement vous considérez que c'est des conneries? Parce que vous pensez que de toute façon, ils vont agir et réagir de la même manière, quelle que soit la situation. Oui, non, moi, sur quelle façon je dis que c'est des conneries? Tout simplement parce que j'en parlais tout à l'heure avec Fadela Amara. Il y a des morts, il y a des faits, c'est réel, il y a des familles endeuillées, on le voit tous les jours. Donc je ne peux pas, par décence, me permettre de dire que ceci est faux, alors que on l'a vu pendant les obsèques les semaines dernières, on a vu qu'il y avait des familles qui étaient vraiment peinées. Je ne peux pas me permettre, c'est du manque de respect total. Donc je ne peux pas laisser les gens... Après, voilà, c'est le problème qu'on a avec Internet, c'est qu'on y trouve tout et n'importe quoi, on n'a aucun contrôle sur Internet. Et même moi, j'ai même envie de dire j'ai même envie qu'on coupe Internet parce que c'est un peu la... Donc vous seriez pour un contrôle de toute
ces paroles et oui, il faut vraiment censurer. Je vois sur malheureusement, c'est pas possible de couper Internet. Donc Internet, c'est maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que si on pouvait couper Internet, peut-être qu'il faudrait le faire. On peut pas. Donc comme on peut pas, quelle est la solution pour l'école? Je reviens sur l'école. C'est de faire ça, de faire ce que les Américains appellent média littératie, c'est-à-dire de faire des cours d'éducation aux médias. On peut pas se contenter de ce qu'on a maintenant. Ça veut dire que moi, sur les vidéos qui passent, chacun a reçu les vidéos. Pourquoi le président arrive 50 minutes après? Pourquoi il dit chef, le pauvre Ahmed, avant de mourir, etc. Eh bien ça, faut le décortiquer à l'école, parce que ça leur donne une puissance à ces vidéos, de dire ah oui, ça c'est ce qu'on verra pas à l'école, donc c'est peut-être encore plus vrai que ce qui se passe à l'école. La deuxième chose qui me paraît fondamentale, c'est que quand on parle de Dieudonné ou de tout le monde, entre adultes, on a des débats. On a des débats sur la liberté d'expression. Est-ce que, à quel moment Dieudonné, c'est ceci, c'est cela? On discute. Alors pourquoi avec les enfants, il n'y aurait pas de débat? Il n'y a pas de débat, je l'ai dit tout à l'heure, fermeté quand il y a minute de silence et quand il y a des morts. Ça, il n'y a pas de débat. Mais pour tout le reste, il doit y avoir du débat. Et quelque chose qui est fondamental, c'est une dernière chose. C'est qu'il faut de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pourquoi, par exemple, en France, on a le droit de critiquer la religion et pourquoi on n'a pas le droit d'être raciste. Ça s'explique dans l'histoire de France. Pourquoi le Sénégal, qui est un pays très modéré, d'islam modéré, personne ne va le contester, interdit Charlie Hebdo. Pourquoi en Angleterre, qui est un pays, alors là c'est même pas un pays musulman, ne montre pas les caricatures? Chaque société est le produit d'une histoire et ça, faut l'expliquer avec les élèves. Oui, je crois que simplement un mot, je pense qu'il ne faudra pas non plus écarter le devoir que l'on va avoir à avoir, c'est-à-dire de concilier quand même la laïcité, qui ne peut pas être une valeur totalitaire malgré tout, et le respect des croyances religieuses. Alors c'est extrêmement délicat, mais il faut quand même tenir compte qu'on a une communauté, notamment musulmane, importante, effectivement. La plus importante d'Europe. La plus importante d'Europe, voilà. Et donc elle n'est pas contre la laïcité, mais elle est aussi pour que l'on respecte ses croyances. Et ça, c'est extrêmement difficile. On est sur un rôle d'équilibriste. Ouais. Oui. Alors un mot de François Germinet. Justement là-dessus, dans le reportage, on a entendu des choses très positives sur l'islam et de non-musulmans, et on n'entend pas toujours si souvent ça dans notre pays. Et ce moment d'unité nationale, ça aurait pu être un moment de division nationale. On aurait pu voir dans le cortège des banderoles islam dehors ou des choses comme ça. Ça n'a été que... Mais moi j'en ai vu. J'en ai vu. Mais sur les millions, ça a été des mouvements d'expression de liberté, etc. Et c'est extrêmement positif. Donc c'est aussi des choses qu'il faut garder. D'accord. On va peut-être permettre aux étudiants, parce qu'il y a une formation des maîtres, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation, mais aussi des journalistes. Alors, question d'un futur journaliste. Bonjour, Guillaume, étudiant en master journalisme de l'université de Cergy-Pontoise. Donc les médias traditionnels, ils existent aussi sur Internet. Alors comment vous expliquez que les jeunes se dirigent vers les réseaux sociaux maintenant pour s'informer? Est-ce que c'est pas dû à une défiance Alors, excellente question. Y a-t-il une défiance envers les médias dits traditionnels? Bon, de mon point de vue, déjà, il y a une question générationnelle. L'évolution technique, il y a quelque chose qui est générationnel. Non, mais ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit que les médias traditionnels sont aussi sur Internet. C'est qu'on peut regarder la télévision sur Internet, les programmes de télévision sur Internet. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'il n'y ait pas deux cultures face à face. Je dis un truc très simple. Il ne faut pas qu'on apprenne sur France 2 qu'il y a eu un problème dans une synagogue et qu'on apprenne sur les réseaux sociaux que des mosquées ont été brûlées. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une même culture médiatique. Et ça, c'est un défi, je n'ai pas de solution. D'accord. Alors, oui, Michel Fils, vous voulez réagir? Non, je pense qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on peut trouver le meilleur et le pire. Bon, c'est vrai que pour des très très jeunes esprits, j'ai envie de dire, le risque, c'est je crois ce que je vois, je fais ce que je vois. Vous êtes pour l'analyse de ce qui aurait été mis en avant dans les réseaux sociaux le lendemain à l'école, comme le dit François Durper? Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Est-ce qu'il faudrait, comme il y a la morale laïque, comme il y a l'éducation ça n'empêche pas qu'on continue l'opération de nettoyage d'Internet et des réseaux sociaux. Je pense que le droit a encore un rôle à jouer. Il faut toujours aller dans ce sens. Alors justement, un certain nombre d'éléments de programmes scolaires peuvent être remis en cause par certains élèves dans des écoles de la République. Et Manuel Valls, lors de son discours à l'Assemblée nationale, a relevé ce fait. Regardez. Comment accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah? Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question « Quel est ton ennemi ?», et qu'il lui réponde
c'est le juif. Quand on s'attaque aux juifs de France, on s'attaque à la France et on s'attaque à la conscience universelle. Ne l'oublions jamais. Alors là, je me dirige particulièrement à Stéphane Bach parce que c'est le sujet du film Les Héritiers, dans lequel vous avez joué formidablement d'ailleurs. Donc c'est aussi, ce sont des élèves qui contestent l'enseignement de la Shoah. Au début, ils contestent. Après, je ne vais pas non plus révéler oui, parce qu'on va tous aller le voir, tout le film. Mais au début, ils contestent. Et je pense que c'est une minorité. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne contestent pas. Moi, quand j'étais en 3e, on nous parlait de la Shoah et on n'a pas contesté, on écoutait. Maintenant, il faut que les profs soient armés, comme le dit François. Il faut qu'ils sachent répondre lorsqu'on leur pose des questions. Et le truc, c'est que oui, malheureusement, on a ce truc de théorie du complot. C'est que sur Internet, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et il faut que les profs, aujourd'hui, puissent répondre à ça. Malheureusement, les profs n'ont pas toutes les armes. C'est le problème qu'on a. Moi, j'ai eu deux élèves en classe de première qui ont refusé d'aller à un voyage à Auschwitz, que j'ai eu en seconde et avec la... Voilà. La raison invoquée ? Monsieur, deux élèves antillaises. Monsieur, on n'a pas fait l'esclavage. Et pourquoi on irait faire la Shoah? Concurrence mémorielle. Ça veut dire quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire, parce que ça, on a beaucoup entendu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adolescents, il y a un truc qu'ils n'aiment pas, c'est l'injustice. Je ne suis pas un spécialiste de l'adolescence, mais ils n'aiment pas les deux poids, deux mesures. Et c'était pas qu'elles étaient des sous-citoyennes, c'est qu'elles étaient des sur-citoyennes. Elles savaient que dans le programme, il y avait esclavage et que le prof ne l'avait pas fait. Et elles savaient que dans le programme, il y avait la Shoah et que le prof l'avait fait. Donc là, si vous voulez... Est-ce qu'on doit être dans cette comparaison-là? Non. Ce que je dois dire, c'est que... qu'il faut transmettre, et c'est pas transmettre, c'est construire des valeurs. Ce qu'il faut construire, c'est... face à des adolescents de dire « ce monde, il n'est pas parfait, l'injustice, elle est partout ». C'est ça, c'est qu'il faut construire des valeurs en expliquant aux adolescents de toute façon, il y a des choses qui ne vont pas aller. Et les choses qui ne vont pas aller, on s'exprime, on prend la parole, on discute, on écrit, on échange. Et par contre, s'il y a non-respect, parce qu'il y a la vie humaine qui est en jeu, là, c'est la fermeté. Mais pour tout le reste, c'est du débat, du dialogue. Et le prof, il est là pour guider et il a l'horizon. Et l'horizon, c'est le vivre ensemble. Voilà, et j'ai envie de dire dans le prolongement qu'il faut évidemment lutter contre l'islamophobie avec autant de vigueur que contre l'antisémitisme. Voilà, ce n'est pas deux poids, deux mesures, là également. Toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, doivent être combattues avec la même résolution. La même résolution. Je pense que ce qui s'est passé, tout ce qu'on entend, la réponse de la grande manifestation de dimanche, plutôt est une belle réponse du coup pour l'ensemble des problématiques qu'on peut rencontrer. Mais moi, je voudrais quand même insister sur un point. On a parlé d'Internet, on a parlé de tout ça, mais il y a quand même aussi la question des paraboles. La chaîne Al Jazeera qui tourne 24/24 dans nos quartiers populaires, quasiment énormément de gens la regardent. Et on sait pertinemment que la vision qu'elle donne aussi du monde occidental et la critique qu'elle apporte sur ce qui se passe, la manière dont est traité l'islam dans le monde occidental est catastrophique aussi. Ça imprègne malgré tout les esprits Alors, il n'y a pas qu'une chaîne, parce qu'aujourd'hui, si on élargit un peu le débat, c'est la question des sources d'information. Exactement. Et il y a la possibilité quand même de regarder énormément de chaînes, pas seulement celle-là. Est-ce que je peux dire ne pourront pas enlever toutes ces paraboles ou prendre des décisions, ça ne pourra pas se faire. Il faut qu'à l'école, c'est énorme pour l'école de contrer tout ça. Mais attendez, je disais que nous, on avait les mêmes références. Vous connaissez la date de création de l'Académie française? Non. Eh bien, vous savez qu'un élève de 8 ans, il doit le savoir. C'est dans le programme. Merci. Alors, ce que je veux dire... 1600, mais non, 1635. Mais ça veut dire... Pourquoi je dis ça? Vous connaissiez Michel Fils, la date de création? Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis pas ça, c'est pas question pour un champion. Un élève de 8 ans. Je vous dis ça... Non, mais c'est dans le programme. Ça veut dire que peut-être que dans le programme, il y a peut-être des choses à dépoussiérer, des choses qui ne sont pas forcément essentielles, parce qu'en un clic, on le trouve. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans la mémoire? Ça, c'est une question dans une société de flux. Qu'est-ce qu'un enfant doit avoir dans la mémoire? Est-ce que c'est plus essentiel de connaître 1635 ou est-ce que c'est plus essentiel de savoir décrypter une image qui est potentiellement en capacité de faire de moi quelqu'un d'influençable? Donc c'est même pas la Jules Ferry qu'il faut invoquer, c'est René Descartes, c'est la raison. C'est comment on fait pour déterminer le vrai du faux. La raison contre la passion. Je ne vous dirai pas la raison et la passion. Alors, question justement d'une autre étudiante en journalisme à l'université de Cergy-Pontoise.
Alors, Alef, je suis en première année de master journalisme à l'université de Cergy-Pontoise. J'aurais une question sur la 26e semaine de la presse qui aura lieu en mars prochain. Oui. Je me demandais s'il était réellement possible et suffisant de sensibiliser les jeunes sur un sujet aussi important, à savoir l'enseignement médiatique, à hauteur de seulement une semaine par an. Oui. Alors voilà, l'enseignement médiatique devrait prendre beaucoup plus d'importance. Mais je vais juste demander à Stéphane Bach si, pour lui, les images qui déferlent au quotidien sont difficilement interprétables, ou alors vous pensez que ce qu'on dit là c'est un peu surfait, on n'a vraiment pas besoin d'interpréter toutes ces images qui nous arrivent? Non, c'est vraiment hyper important. Moi, comme le dit François, il y a des choses qu'il faut dépoussiérer. Il faut vraiment que j'ai eu ce débat-là vous parlez de la concurrence mémorielle. J'ai eu ce débat-là il y a quelques jours en projection. Il y a un monsieur qui nous a dit pour nous, les Juifs, aujourd'hui, c'est devenu insupportable de vivre en France. On pense à s'en aller. Je pense qu'il faut qu'on parle des Juifs vivants aujourd'hui en cours. Je lui dis, mais monsieur, si on fait ça, vous connaissez le problème. C'est le problème qu'on a déjà. C'est que c'est là qu'on crée l'exclusion et les jeunes vont dire et nous, et nous, et nous. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse enseigner tout. Il faut qu'on connaisse tout sur tout le monde. Et même si ça doit prendre des années et des années, ça doit prendre le temps que cela doit prendre. Oui, et puis je crois qu'il faut, pour revenir peut-être au réel, et oublier un peu Internet. Il faut permettre aux jeunes des quartiers populaires... C'est très réel, Internet, pour le quotidien des jeunes. Oui, mais c'est aussi un enfermement. C'est aussi un enfermement. Ça ne permet pas... c'est pas véritablement une communication avec l'autre. C'est d'abord une communication avec soi-même. Avec soi-même. Il y a aussi un facteur identitaire dans cette affaire. Enfin bref, je reviens à mon idée. Je pense qu'il faut permettre aux jeunes des quartiers populaires, j'ai envie de dire, d'aller voir ailleurs, de leur permettre d'aller rencontrer d'autres jeunes, y compris ceux pour lesquels ils sont le plus éloignés. Il y a des expériences, effectivement, où on envoie des élèves de milieux populaires dans des quartiers, dans des établissements chics. Pourquoi ne pas envoyer... De jumeler un établissement d'un quartier populaire avec un établissement du centre-ville. Là, il n'y a même pas besoin de jumeler avec un établissement au bout du monde. Avant, moi, quand j'étais dans les années 70, quand on avait un jumelage avec des... Là, ne serait-ce que sur le même territoire, à 15 km, on est dans des mondes qui peuvent être différents. Est-ce que vous avez répondu mieux encore, parce que je pense que, en tout cas, c'est ce que nous avions fait à l'époque quand j'étais en responsabilité comme secrétaire d'État à la politique de la ville. Au lieu de jumeler, on a parlé tout à l'heure de la mixité sociale, mais on a organisé le busing, qui ramenait des élèves des quartiers populaires dans le centre-ville, qui les mélangeait, et vice-versa, puisque certains jeunes des centres-villes partaient dans les quartiers populaires parce qu'il y avait une matière qui était introuvable ailleurs, et on pouvait la trouver dans cette école-là. Mais le problème, c'est que ça coûte cher. À la question. L'éducation aux médias est insuffisante. C'est impossible. Semaine de la presse à l'école, avec les enjeux que ça représente. Vous savez qu'un enfant, c'est 1000 heures à l'école, c'est 1200 heures devant les médias. Donc il est impossible en une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire cette semaine? Alors évidemment, il y a toujours un journaliste pour faire sa BA et aller dans un collège, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on demande aujourd'hui. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la littératie, la média littératie, c'est-à-dire l'éducation aux médias et constamment, on comprend le monde, eh bien on le comprend en regardant ce qu'on fait dans les autres pays, comment ça se construit une image. Tout ça, ça doit faire partie du bagage. Et les médias du traditionnel doivent y participer. Est-ce que vous regardez la télé, vous, Stéphane Bach? Vous êtes tout le temps sur Internet? Non, mais j'avoue que je ne regarde pas tellement la télé. En ce moment, je ne regarde plus la télé parce que pour une simple raison, c'est qu'on veut nous faire peur. J'allume la télé, je vais tomber sur le reportage infrarouge sur les enfants soldats je ne sais où. C'est la course à l'audience. Oui, voilà, c'est la course à l'audience. Je vais mettre Bernard de la Villardière qui va aller en Syrie. C'est plus possible. On ne peut plus allumer la télé parce qu'on veut nous faire peur. On veut nous dire que quelque part le musulman c'est l'ennemi parce qu'on nous parle de l'islam constamment. Donc je n'allume plus la télé pour ces raisons-là. Mais j'ai la chance d'être armé et donc du coup sur Internet je pense savoir quand c'est une connerie. Et moi sur Internet la théorie du complot, c'est pas la première chose que je cherche. Je cherche par exemple à aller voir Les Héritiers au cinéma. Hyper Pôle Nord. En tout cas, il existe une jeunesse lucide et nous sommes allés avec la caméra de Toutes les France à Toulouse où se trouve notre journaliste Khalid Sy. Regardez. Oui Ahmed, il faut savoir que suite aux attentats terroristes qui ont touché la ville de Paris, tous les partis politiques ont appelé à l'unité nationale. On va voir tout de suite ce qu'en pensent les jeunes Toulousains. Oui, je pense justement que ça part des jeunes parce que c'est justement les générations futures qui doivent montrer un peu l'exemple. Il faut continuer à se battre contre le racisme.
il faut, là par rapport aux attentats, à l'attentat du coup, il faut pas penser que c'est les musulmans qui ont quelque chose à voir. C'est vraiment important pour les jeunes de montrer qu'il y a moins de division et qu'on est soudés par rapport à ce type d'événements. Les personnes sont quand même solidaires entre elles, même si on n'a pas des rassemblements de 3 à 4 millions de personnes. Il y a eu beaucoup d'amalgames durant cet attentat et on a un peu tout confondu, et surtout parce que la plupart des gens ont peur. Mais je pense que c'est aussi à nous de d'éviter les amalgames et de faire attention. La jeunesse, elle doit se mobiliser avant tout parce que c'est l'avenir de notre société. Et moi, personnellement, je suis allé au rassemblement samedi au Capitole à Toulouse et j'ai jamais vu autant de jeunes rassemblés. C'est important, je pense, de se mobiliser pour de telles causes. C'est la jeunesse qui doit avoir un rôle majeur et principal contre la montée du racisme, de l'islamophobie en France. Ce sera aussi aux politiques de capitaliser sur ce moment d'unité nationale. Vous l'aurez compris, le message porté par ces jeunes est symbolisé par un mot, unité. L'unité nationale qui s'exprime à Toulouse avec Khalidou aussi. Alors une dernière question peut-être, puisqu'on va bientôt clore ce débat passionnant. Je vous écoute, vous êtes conseillère principale d'éducation. Oui, c'est ça. Donc je m'appelle Tatiana Ngoma. Oui. Donc je me prédestine aussi au métier de CPE. Et voilà, moi je me pose la question en fait de ces différents mondes qui se confrontent, celui des élèves et effectivement celui des conseillers principaux, celui des profs. Ouais. Donc on voit bien là qu'il y a une grande différence. Et voilà, comment les amener à être unis et tous au même niveau. Une grande différence, c'est-à-dire de penser, un décalage générationnel. D'aller chercher les informations, vraiment de faire aussi. Il y a vraiment une grande différence et une pratique qui va être qui manque vraiment d'efficacité et de réponse face à ces nouveautés, cette diversité. François Durper. C'est une question qui est essentielle parce que même s'il y a 500 mots peut-être, mais globalement on parle la même langue. En revanche, on n'a pas forcément le même langage. Ça veut dire qu'il y a des logiques. Et ça n'a pas toujours été. Sous la Troisième République, je vais faire l'ancien, l'historien, mais dans le village, l'institutrice, elle habitait à 500 mètres. Donc il y avait un décalage générationnel, c'est déjà énorme. Hein. Adulte, enfant, c'est déjà énorme. Mais là, le décalage, c'est un multi-décalage. Il est générationnel. La prof n'a pas la même couleur que moi. Et elle n'a pas la même religion, ou elle n'a pas de religion, ou il n'a pas de religion, etc. Donc il y a énormément, et ça s'est creusé, incontestablement. Et puis, j'habite en Seine-Saint-Denis, le lycée, il est en Seine-Saint-Denis, mais la prof, elle habite à Paris. Donc il y a plein de choses comme ça qui font qu'il y a une obligation de formation. Il faut aussi ouvrir l'école, le collège, le lycée, aux acteurs extérieurs. C'est quelque chose de fondamental. Et parmi ces acteurs extérieurs, il y a la nécessité, le parent. Le parent ne le voit pas juste au moment de la sortie des cours. Mais ça, c'est reconfigurer tout. Hein. Alors, quel rôle jouent vos parents, vous, Stéphane Bach? Écoutez, quel rôle joue aucun. Est-ce qu'ils ont parlé de laïcité? Est-ce qu'ils ont parlé de... Alors, oui, avec mon père, j'ai beaucoup... Parce que mon père, il est très... il a ce truc... je trouve que c'est un truc congolais typique, c'est que mon père il est très sur la politique. C'est congolais ça. C'est vraiment, je vous promets que vous allez aller dans n'importe quel salon de coiffure congolais de Paris, ils parlent tous de politique. Kabila il a fait ci, Nicolas Sarkozy. Bon, donc désolé, mais enfin, oui. Enfin, donc vous aviez une conscience politique. Oui, donc j'ai été éveillé très rapidement. Mon père, je me souviens quand il y avait les élections de 2007, il m'a emmené rue Solferino pour Ségolène. Enfin, donc j'ai toujours été un peu éveillé là-dessus. Voilà. Mais il y a aussi une bonne nouvelle pour la France, c'est ce que je voudrais dire, c'est que je me rends compte dans cette émission qu'on va avoir de très belles CPE. Parce que moi, ma CPE, Madame Marzouk, c'était pas ça. Moi, je le dis. Voilà la solution au problème. Formidable. On termine sur une note très très positive. Vous avez vu cette jeunesse toulousaine, Fadela Amara, positive et pleine d'espoir. Moi, c'est simple, je suis extrêmement optimiste. Je pense que pour le peu qu'on outille nos professeurs, etc., la jeunesse, elle est déjà conscientisée, elle est capable de construire leur avenir. Il faut juste que tous les adultes qui interviennent dans la vie d'un enfant se regardent dans la même direction et ils partagent les mêmes valeurs. Donc, ils l'aideront à devenir ce citoyen responsable dans un espace, un destin collectif. Moi, je suis optimiste.
Plus de jeunesse noire, Michel Fize? Non, mais j'ai envie de dire, pour continuer sur ce que livre noir disait de la François, jeunesse, oui, tout à fait, c'est que je crois que la laïcité peut jouer le rôle de fédérateur, justement, de toutes ces diversités culturelles. Il faut fonder une laïcité fédératrice. Stéphane Bach. Et puis sans faire ma promo, mais dans le film Les Héritiers, vraiment, on parle de tous ces sujets-là. Oui, c'est vrai. Et il montre. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Oui, voilà. Voilà l'outil pédagogique pour non, les professeurs. mais sérieusement, c'est un film qui est montré dans pas mal d'écoles parce que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de cette classe à Créteil qui a gagné ce concours de la résistance à la déportation. Ils avaient des problèmes avec ça au début. Et en fait, ça montre que si tu as une prof qui croit en toi, moi je l'ai rencontré, cette madame anglaise, et j'ai rencontré plein de profs pareils au lycée Léon Blum de Créteil. Si tu as des profs qui croient en toi et qui vous donnent tous les outils, ben, vous pouvez arriver à faire de magnifiques choses. Aujourd'hui, Ahmed, qui faisait partie de cette classe, il fait du cinéma. Il est révélation des Césars 2015. Donc c'est pas rien pour un jeune de Créteil, pour moi, aussi de tourner dans ces films-là. Je trouve c'est énorme. Donc il faut aller voir ce film-là. Ça donne confiance. Ça donne confiance, ça donne envie, ça donne... je trouve que ça montre la vraie jeunesse, parce qu'on nous montre la minorité, mais il y a toute une vraie jeunesse qui réussit des choses. Et même on l'a vu l'an dernier, les résultats du bac, ils étaient exceptionnels quand même. Donc je le dis, il y a vraiment une jeunesse qui bosse et il faut la montrer. Voilà. Ce qui est important, merci Stéphane. C'est fondamental parce qu'évidemment tous les jeunes ne vont pas devenir acteurs ou bon, c'est pas possible, ils ne vont pas devenir tous pour avoir le César. Oui. Mais en revanche, ça veut dire la valorisation. Quand on est valorisé, il y a un truc tout bête qu'on apprend dès qu'on commence les études en sciences de l'éducation, c'est l'effet Pygmalion. Ça veut dire quand on regarde dans l'autre, dans le regard de l'autre, qu'on est bien, que ce qu'on fait c'est bien, et bien on va essayer de s'améliorer. Le problème de ces trois terroristes, c'est qu'à un moment donné, les gens qui les ont valorisés, c'était des gens qui étaient très mauvais. Oui. Donc il faut les valoriser très en amont. Et les profs, ils le font. Hein, et la jeunesse surtout. Et nous allons continuer à valoriser la jeunesse sur François. Un dernier mot. Juste sur le volet politique, c'est important de revenir à des vraies politiques de diversité, de promotion de la diversité. C'est très important parce que la question de l'identification pour un adolescent, elle se joue là aussi. C'est pas contradictoire avec l'unité. C'est très important. Diversité et unité. Dernier mot du président de l'université de Cergy-Pontoise. Et pour répondre à mon étudiante, ne jamais oublier qu'on a en face de soi des jeunes qui seront à notre place plus tard. Merci infiniment, merci Fadela Amara, Stéphane Bach, Michel Fize, François Germinet, François Durper. Merci aux équipes de France O. Merci d'avoir organisé cette édition spéciale. Je vous retrouverai très bientôt pour un autre Toutes les France.